Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Lorenzo Valla, au pape Nicolas V et à une série d'événements qui se produisirent aux alentours de 1450, à savoir la réfutation de la donation de Constantin par Lorenzo Valla, le concile de Florence, la chute de Constantinople et la traduction par Lorenzo Valla des œuvres de Thucydide et Hérodote. Pour rappel, j'ai démontré sans l'ombre d'un doute qu'Hérodote est un auteur factice, qui écrit vraisemblablement au Moyen-Âge. J'en ai apporté la preuve en mettant à jour une centaine de liens littéraires dans l'œuvre d'Hérodote avec la Bible et les évangiles. Je ne vais pas revenir dessus, mais cette découverte a de très nombreuses implications, puisqu'elle implique que notre histoire, que l'histoire qu'on nous raconte à travers la littérature antique est une histoire fausse, une histoire inventée, une histoire écrite au Moyen-Âge. Pour moi, ce sont des faits établis, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez vous reporter sur mes vidéos sur Hérodote pour avoir plus de détails. Et puis j'ai également émis une hypothèse, c'est que la fausse histoire qui est une histoire littéraire, une histoire écrite dans des livres, eh bien c'est construite en parallèle à la vraie histoire. Et que la vraie histoire, la trame de fond de la vraie histoire, c'est notre rivalité avec Constantinople. Alors là j'ai fait un petit tableau pour montrer les différentes étapes, comment la fausse histoire se construit en face de la vraie histoire, en mettant les principales dates. D'abord, alors la chute de Ravenne aux alentours de l'an 1000 avec Pépin le Bref et Charlemagne, suivi des croisades et du saccage de Constantinople aux alentours de l'an 1200, l'an 1300 qui voit l'expulsion de Saint Jean d'Acre des croisés et la dissolution des Templiers dans l'église par la papauté à Avignon, l'an 1450 avec la chute de Constantinople sous l'emprise de l'Empire ottoman, en 1900 la chute de cet Empire ottoman, suivie de la Seconde Guerre mondiale et de la création de l'État d'Israël, conséquence de cette guerre de l'Occident contre l'Orient. Alors en face de cette trame de fond, on a une apparition de la fausse histoire qui se fait en fonction des besoins du moment. Ils inventent d'abord la Rome chrétienne, les pères de l'Église, au Xe, au XIe, au XIIe siècle. Puis ils localisent le sépulcre du Christ à Jérusalem, en Palestine. Ils font d'une Jérusalem mythique, symbolique, une Jérusalem terrestre, géographique, localisée dans un endroit précis. Et cet endroit précis, c'est la Palestine, là où ils convoitent les terres où ils veulent s'installer. Ils créent les croisades à cette occasion, toujours en concurrence avec Constantinople. À l'occasion de la 4e croisade, ils pillent Constantinople et s'enrichissent considérablement. Mais une fois qu'ils sont rembarrés de Palestine, de Saint Jean d'Acre, qu'ils reviennent en Europe, en France en particulier, on a la destruction de l'ordre des Templiers et l'invention concomitante pour concurrencer la papauté qui s'est installée à Avignon. On a l'invention de l'Antiquité romaine avec Tite-Live, Cicéron et compagnie. Et puis, au moment où on en est, donc en 1453, à la chute de Constantinople, la papauté est revenue à Avignon. On aura eu en particulier un pape Colonna, de la famille de Giacomo Colonna, dont je vous ai parlé dans ma vidéo à propos de Pétrarque, c'est-à-dire ces grandes familles romaines qui ont manœuvré pour ramener la papauté en Avignon. Et puis on a cette série d'événements qui accompagnent la chute de Constantinople, qui sont le concile de Florence, la réfutation de la donation de Constantin par Lorenzo Valla, et la traduction en latin par ce même Lorenzo Valla des œuvres d'Hérodote et de Thucydide. Et il ne faut certainement pas voir une coïncidence dans le fait qu'au moment de la chute de Constantinople, la dotation de Constantin
soit réfutée et qu'il apparaisse une histoire de l'Antiquité dans laquelle Constantinople n'existe pas. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi je pense que Lorenzo Valla, qui traduit ces textes à cette époque-là, l'époque de la chute de Constantinople, eh bien, que ce Lorenzo Valla en est l'auteur, au moins pour ce qui est du texte d'Hérodote. Donc je finirai ma vidéo par cette explication. Alors d'abord un mot sur le Concile de Florence, en 1440 environ. Eh bien le Concile de Florence, c'est un peu le concile de la dernière chance pour réconcilier les églises d'Orient et les églises d'Occident. Alors ce concile sera un échec, la réconciliation n'aura pas lieu. Ce sont des disputes d'ordre théologique, mais à mon avis c'est plutôt des disputes d'ordre politique. Et à l'occasion du Concile de Florence, et à ce moment-là, en fait, les Occidentaux, eh bien, abandonnent Constantinople et laissent Constantinople se démerder avec les Turcs. C'est-à-dire qu'ils laissent les Turcs faire le sale boulot, leur boulot qu'ils voulaient faire eux-mêmes, ils le laissent faire aux Turcs, ils tournent le dos, ils regardent ailleurs, et Constantinople tombe quelques années après. La théologie n'est ici qu'un prétexte pour justifier en fait des dissensions politiques, des dissensions politiques qui, comme je l'ai expliqué, comme on l'a vu, sont en fait des dissensions de pouvoir. Rome et l'Occident chrétien veut être le seul maître de la Méditerranée et il doit se débarrasser de Constantinople, il doit le laisser se faire manger par les Turcs. Et puis à l'occasion du Concile de Florence, il y a une autre chose, c'est que de nombreux érudits grecs d'origine byzantine viennent à Florence avec des manuscrits anciens. Et c'est à cette occasion-là qu'auraient été ramenés de Grèce les manuscrits d'Hérodote et de Thucydide, qui seront traduits ensuite par Lorenzo Valla. Alors, qui est Lorenzo Valla? Lorenzo Valla est un érudit romain. Il naît à Rome en 1407 et meurt à Rome en 1457. Il est considéré comme un humanisme dans le sens qu'il a à cette époque, c'est-à-dire d'une personne qui maîtrise à la fois le grec et le latin. Et il essaye à plusieurs reprises d'entrer au Saint-Siège comme diplomate, mais il échoue. Ce qui fait qu'il se retrouve enseignant dans diverses universités, à Pavie, à Naples, à Rome, puis devient enfin secrétaire du roi de Naples, qui est en fait le roi Alphonse d'Aragon. Aragon étant une province espagnole qui s'est investie sur la Méditerranée et partie en conquête, d'abord de la Sicile, ensuite de la province de Naples, et qui sans doute en espère davantage. Mais passons. Donc Lorenzo Valla se fait connaître d'abord surtout pour la critique de textes anciens. C'est lui donc, comme je l'ai dit, qui établit de façon irréfutable la fausseté de la donation de Constantin. Ce n'est pas le premier à critiquer cette donation. On reproche beaucoup à cette donation d'avoir donné un pouvoir temporel et des richesses à l'Église, ce qui fait qu'en fait, pour beaucoup, l'Église a été livrée au monde de l'argent, c'est-à-dire a été livrée au diable, mais c'est Lorenzo Valla qui établit de façon claire et détaillée toutes les raisons qui permettent de penser que la dotation de Constantin est fausse. Alors ça serait trop long, je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons qu'il donne, mais disons rapidement qu'il donne des raisons linguistiques, c'est-à-dire philologiques liées à la langue utilisée par les écrivains de la dotation, mais aussi des considérations historiques et puis simplement de bon sens. Un roi ne peut pas donner sa ville, ne possède pas sa ville, elle ne lui appartient pas. Un roi ne se sépare pas de son royaume, ça s'est jamais vu, ça s'est jamais fait, etc., etc. Mais depuis que Lorenzo Valla a établi cette réfutation de la notation de Constantin,
eh bien, plus personne ne pense que ce texte est un texte historique véritable. Et chacun a admis la fausseté de celle-ci. Alors évidemment, que la dotation de Constantin soit reconnue comme faux au moment même où tombe Constantinople, eh bien ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Il faut bien comprendre plutôt que l'Église catholique qui s'est prévalue de Constantin, de Constantinople, pour tirer son pouvoir, sa puissance, eh bien finalement n'en a plus besoin, et en même temps qu'elle laisse tomber Constantinople entre les mains des Turcs, finalement, elle se libère de son origine. En quelque sorte, l'Église catholique tue sa mère Constantinople, de façon symbolique bien sûr, mais de façon effective également, en la laissant aux mains des Turcs. Alors à cette époque, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne secrétaire du pape, eh bien Lorenzo Valla se fait beaucoup d'ennemis au sein de la papauté, parce que ce n'est pas seulement la dotation de Constantin qu'il critique, mais d'autres textes qu'on croyait jusqu'alors sacrés, qu'il remet en cause, des textes des pères de l'Église, des lettres, enfin plusieurs choses. Il critique aussi ses contemporains, l'usage qu'ils font du latin, qu'il appelle le latin de cuisine. L'expression latin de cuisine vient de Lorenzo Valla. Et il critique ce qu'on pourrait appeler des érudits de cour, les matuvus de l'époque, qui paradent, mais en fait parlent un latin de bas étage. Et puis il critique aussi le monachisme, l'abstinence sexuelle. Il soutient que les plaisirs de la chair ne sont pas opposés au salut. Enfin, tout un tas d'idées qui montrent qu'il n'est pas en fait un vrai catholique, comme on l'entend à cette époque. Et il est tellement détesté par la curie romaine qu'à un certain moment, il doit s'enfuir de Rome. À la rate, il prend un bateau en direction de Barcelone, puis de là, il rejoindra Naples, pour éviter d'être lynché par des gens qui ne supportent pas son langage. Et ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est qu'au final, il obtient un poste de secrétaire particulier du pape. Un drôle de retournement de situation. Un nouveau pape est élu et ce nouveau pape l'engage. Ce nouveau pape, c'est Nicolas V. Sans doute qu'il y a eu au cœur du Vatican un revirement, une révolution, un changement des alliances pour que le sort de Lorenzo Valla en soit à ce point changé, qu'il passe de proscrit à secrétaire du Vatican. Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Mais ce Nicolas V, lui, vient d'une famille pauvre. Il n'est ni de la noblesse, ni issu d'une famille de riches marchands. Mais par contre, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il fit ses études à Florence et qu'il fut un proche de Cosme de Médicis. On retrouve ici les Médicis, ces riches banquiers florentins, qui eurent aussi de nombreux papes, et qui firent beaucoup pour les arts et les lettres. Alors peut-être qu'on peut imaginer que ce changement dans la situation du Vatican, c'est peut-être la prise de pouvoir de Florence, de la banque, de la finance, sur Rome, les seigneurs de guerre, les chefs de famille, les patriciens romains. Et c'est ce qui expliquerait finalement pourquoi cette date de 1450 est souvent utilisée pour désigner le changement entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'est à ce moment-là qu'on change d'ère, qu'on change d'époque, et finalement on quitte le Moyen-Âge, c'est-à-dire le système féodal, celui des seigneurs, pour entrer dans l'époque moderne, celui de la République, des Sénats, de la démocratie. On aura l'humanisme, on aura toutes ces choses-là. Il faudra encore quelques siècles pour que tout se mette en place. La Révolution française, ce n'est que 1789, soit plus de 200-300 ans plus tard. Mais c'est à ce moment-là, au point de vue idéologique, que se met en place la nouvelle pensée, la pensée qu'on pourrait appeler républicaine ou humaniste. Il faut bien voir que les révolutions se font non pas d'un seul coup, mais petit à petit, et que ces révolutions ont un fond idéologique, c'est-à-dire c'est d'abord une révolution qui se passe
dans les esprits. Et l'outil fondamental ici de la Révolution, c'est le livre. Souvenons-nous, nous sommes dans une guerre de l'information, mais cette guerre de l'information ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été entamée par nos ennemis il y a longtemps, puisque je donne pour top départ la donation de Constantin, c'est-à-dire l'invention du mensonge écrit, de la fausse histoire. Et 1450 est un point de bascule. Et ce pape, donc Nicolas V, qui est donc un proche des Médicis, c'est lui qui crée la bibliothèque du Vatican, la fameuse bibliothèque du Vatican dont on dit qu'elle est remplie de secrets. Elle est créée par Nicolas V, et Nicolas V n'a de cesse que de l'alimenter avec des manuscrits qu'il fait rechercher par tout un tas d'érudits qu'il rassemble auprès de sa cour. Outre donc Hérodote et Thucydide, il y fait entrer des auteurs grecs comme Diodore de Sicile, les histoires de Polybe, d'Appien d'Alexandrie, l'Iliade d'Homère, la géographie de Strabon, les œuvres d'Aristote, de Ptolémée, de Platon, de Théophraste, sans compter les pères grecs traduits pour la première fois en latin. C'est donc à ce moment-là que la Grèce antique littéraire apparaît dans l'Occident chrétien. Et cette Grèce antique littéraire, elle est puisée évidemment dans l'Empire byzantin. On peut imaginer que de nombreux livres, finalement, sont des vrais livres, c'est-à-dire écrits par des auteurs sincères, pas par des faussaires, en leur temps, bien sûr, mais qui ont pu être repackagés dans le sens de la fausse histoire. Par exemple, les livres des philosophes, comme Platon et Aristote, ont pu être écrites, par exemple, en Grèce au 9e, 10e ou 11e siècle, ou 14e siècle, ou que sais-je. Et puis simplement, on a créé autour de ces livres une série de personnages qu'on a implantés dans une histoire fabriquée de la Grèce antique, quelques siècles avant Jésus-Christ. Alors pour finir sur Nicolas V, je voudrais rajouter un petit mot. Ce pape Nicolas V, c'est celui qui donna le coup d'envoi en quelque sorte aux croisades en publiant une bulle autorisant le Portugal à coloniser le nord de l'Afrique et mettre en esclavage les Africains. Alors ce n'est pas en lien direct avec notre problématique de fausse littérature, mais on voit bien que ce Nicolas V était finalement vendu aux marchands. On voit bien que ce Nicolas V était vendu aux riches marchands, les riches marchands de Florence, de Venise, qui voulaient faire commerce de toutes choses et aussi s'approprier les terres et s'approprier les personnes. Et que l'humanisme, finalement, c'était beau dans les livres, mais dans la réalité, ce n'était pas joli. Donc c'est dans ce contexte-là que Nicolas V demanda à Lorenzo Valla de lui réaliser les traductions en latin des histoires d'Hérodote et la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Par exemple, on peut lire dans Histoire de la littérature italienne de Pierluigi Guédé ceci. Je cite. Poggio dit dans la préface de sa traduction de Diodore qu'il a été engagé à ce travail par les libéralités du pontife. Il dit d'ailleurs que Nicolas V l'a en quelque sorte réconcilié avec la fortune. Lorenzo Valla raconte que lui ayant offert sa traduction de Thucydide, Nicolas lui donna de sa main 500 écus d'or. Pour engager Philelphe à traduire en vers latin l'Iliade et l'Odyssée, il lui promit une belle maison à Rome, une bonne terre et 10 000 écus d'or. On le voit, la littérature, elle s'achète avec beaucoup d'argent, et le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, évidemment, ça incite à produire du faux. C'est parce que l'Église est très riche, c'est parce que les banquiers sont très riches qu'ils peuvent acheter une littérature qu'ils font fabriquer en fonction de leur intérêt du moment. Et c'est dans ce cadre-là que Nicolas V demande à Lorenzo Valla de traduire en latin aussi bien les histoires d'Hérodote
que la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Hein, comme je l'ai dit, ces deux livres d'histoire qui éliminent Constantinople du passé de la Grèce, du passé méditerranéen, et le remplacent par Athènes côté méditerranéen et par Babylone côté Proche-Orient. Alors donc le pape commande à Lorenzo Valla la traduction en latin des histoires d'Hérodote. Elles seront publiées en 1474 pour la première fois sur une presse d'imprimerie, hein, en latin, puisque elles ne seront publiées en grec que plus tard sur les presses d'Aldemanucci en 1501. Il y a à la fois des raisons techniques et des raisons linguistiques, un peu importe. Donc c'est Monsieur Lorenzo Valla qui effectue cette traduction. Alors pourquoi je pense que non seulement Lorenzo Valla est le traducteur, mais il est aussi, d'après moi, le rédacteur. Alors bien sûr, il y a avant la version imprimée des versions manuscrites. Hein, je ne sais plus combien on en compte, 7 ou 8, je ne me souviens plus, peu importe. Des manuscrits en grec hein, qui auraient été ramenés de Constantinople. Mais ces manuscrits ne sont pas des preuves parce que simplement ils peuvent être des faux. Hein. C'est facile d'écrire un manuscrit et de dire voilà, il date de telle époque, etc. etc. quoi. Ce qui importe pour nous, bien, c'est qu'on est sûr, donc l'écriture des histoires d'Hérodote date d'après les évangiles et qu'il est assez probable, enfin d'après moi assez probable, qu'ils aient été écrits au moment où finalement on en a besoin pour les diffuser à un public large à travers l'imprimerie. Donc finalement, peu avant leur traduction en latin. Hein. Maintenant, pourquoi Lorenzo Valla pourrait être le faussaire? Eh bien d'abord, il a lui-même justement dénoncé des faux. Hein. Il a critiqué de nombreux faux littéraires et il a été en but de ses contemporains pour ces dénonciations-là. Et l'auteur des histoires d'Hérodote, quant à lui, eh bien, il a inscrit dans son livre des éléments de preuve que ce livre est faux. C'est-à-dire que l'auteur des histoires d'Hérodote et Lorenzo Valla ont en point commun le fait d'avoir voulu dénoncer la fausseté de certaines œuvres littéraires. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement fait un faux, mais il a également prouvé ou voulu prouver que son écrit était faux. La deuxième raison, eh bien, c'est que la personne qui fait la traduction, qui regarde le texte donc mot à mot, eh bien, ne pouvait pas passer à côté du fait qu'il y a dans l'œuvre d'Hérodote des allusions aux évangiles et à la Bible. Lorenzo Valla était un érudit, il connaissait très bien la Bible. Pour preuve, eh bien, il fait de nombreuses références au livre des rois dans sa réfutation de la nodation de Constantin. Donc on sent très bien que c'était quelqu'un d'érudit, d'un expert de la Bible, et il n'a pas pu faire la traduction sans se rendre compte de la présence de ces liens. C'est absolument impossible. Il est bien évident qu'il ne pouvait pas passer sans ticket sur l'histoire d'un homme crucifié et oint par le soleil. C'est absolument impossible. Lorenzo Valla était un érudit qui connaissait donc parfaitement la Bible. Et s'il s'en était rendu compte, eh bien, on peut imaginer qu'il aurait fait comme il a fait précédemment, il l'aurait dénoncé. Il aurait dit, mais voilà, ce document-là qu'on me présente, qu'on me demande de traduire, est un faux. Or, il ne l'a pas fait. Soit il ne s'en est pas aperçu, mais alors c'était un âne, et manifestement il ne l'était pas. Et soit c'est effectivement lui qui a fait la traduction, mais il a voulu trahir ses maîtres en donnant les preuves que sa traduction était fausse. Alors un autre élément de preuve, enfin plus anecdotique, c'est que Lorenzo Valla a le profil au niveau de l'écriture, hein, c'est-à-dire qu'il était réputé pour être un écrivain latin de grande qualité. Hein. Il a écrit
des ouvrages sur le style littéraire, sur la façon de bien écrire le latin. Et eh bien, Hérodote est connu également pour sa qualité littéraire. Il est appelé l'auteur à la langue de miel. Et donc ce profil-là correspond tout à fait à celui de Lorenzo Valla. Et puis Lorenzo Valla et Hérodote ont le même profil spirituel, hein. Ce sont des matérialistes, des gens qui combattent la religion, qui défendent le plaisir. Ils correspondent tous les deux à ce changement d'époque qui voit le monde des croyants remplacé par le monde humaniste, athée, hein, que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, quand on met les éléments bout à bout, bien, on s'aperçoit qu'on a une œuvre qui apparaît au moment où finalement l'Église romaine ou l'Occident chrétien souhaite la disparition dans son imaginaire de la grandeur de Constantinople, hein, veut la gommer. C'est ce que fait l'œuvre d'Hérodote et de Thucydide, la guerre du Péloponnèse de Thucydide. On a un auteur qui a passé une partie de sa carrière à dénoncer des faux littéraires et qui se trouve à traduire un faux littéraire sans se rendre compte qu'il est un faux. Ce qui paraît étonnant, hein, il est plus raisonnable de penser que c'est lui qui a traduit et qui a mis dans son œuvre les preuves de la fausseté de l'œuvre. Et puis évidemment la présence de l'argent au milieu de tout ça, hein. On sait que l'argent est corrupteur et que peu de monde résiste à tricher, hein, pour un max d'oseille. On en a eu la preuve évidemment ces dernières années. En tout état de cause, l'exemple de Lorenzo Valla montre une chose de façon très claire. C'est l'Église catholique qui a financé la fausse histoire, c'est l'Église catholique qui est à l'origine de ce projet colonial de l'Occident vers l'Orient. Au départ avec les croisades, ensuite avec le sionisme. Le sionisme, comme la République, comme l'humanisme, comme toutes les saloperies qui nous font souffrir aujourd'hui, sont une invention de l'Église catholique. Une Église catholique prise en otage par la finance internationale, par les banquiers, dès le XVe siècle. Alors un dernier point, voilà. Je me suis dit, si Lorenzo Valla est le pseudo-Hérodote, eh bien, il a mis quelque part la signature, sa signature, que c'est bien lui. Alors j'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment une preuve tout à fait sûre, tout à fait formelle, mais je me suis dit que s'il avait mis sa signature, il l'aurait mis à la fin du livre. Et à la fin du livre, on trouve principalement une histoire, hein, que je vous ai déjà racontée dans une vidéo, l'histoire de Xerxès et Artaïnte, qui correspond à l'histoire biblique de Hérode et Salomé. Eh bien, dans cette histoire, il fait référence justement à Hérode et Salomé, une référence aussi au livre d'Esther, et une référence à cette phrase prononcée par le roi à la jeune fille, qui lui dit « Je te donnerai la moitié de ton royaume, je te le promets ». Or finalement, c'est précisément ce qui se passe avec la donation de Constantin. Constantin donne la moitié de son royaume au roi Sylvestre. Alors ça pourrait être peut-être ça, la signature de Lorenzo Valla, la référence à Constantin, à la donation de Constantin. Alors si ce que je dis est vrai, eh bien l'histoire de Xerxès et Artaïnte devient en quelque sorte une histoire à clé qui évoque la dotation de Constantin. Le problème du système de clés, c'est qu'il repose sur des interprétations et que ces interprétations sont subjectives. Alors par exemple, on pourrait voir dans Xerxès la figure d'Hérode, également la figure d'Assuérus, et en face, dans Macistès, son frère, la figure de l'empereur byzantin. On aurait également la femme de Xerxès, c'est Rome, et la femme de Macistès, hein, c'est la seule personnage qui n'est pas nommé de l'histoire, la femme de Macistès
serait Constantinople. Bon, que la femme, la reine, soit associée à la ville, eh bien on le retrouve dans la littérature symbolique, dans la symbolique, en particulier. Alors il y a des allusions dans la Bible qu'on pourrait citer, mais il y a la reine Cybèle, la déesse Cybèle, qui est représentée avec une couronne de muraille sur la tête, et d'autres représentations comme ça. Donc il est assez logique de dire que finalement il y a le roi qui est le maître de la ville, et il y a sa femme qui est la ville elle-même. Et donc la femme de Macistès serait Constantinople, et quand on lui coupe le nez, les oreilles et la bouche, eh bien c'est finalement ce qui s'est passé au moment du saccage de Constantinople, et ensuite il y a eu un pillage finalement de ce qui passe par les sens, la littérature, la poésie, peut-être la musique. Et puis le manteau qui circule, donc manteau écarlate bien sûr, qui circule, qui part de la femme de Xerxès pour finalement être pris par la fille de Macistès et de sa femme. Eh bien ce manteau-là représente le pouvoir, donc on serait au sein d'une guerre de pouvoir entre Rome et Constantinople. Et puis dernier élément, à la fin de la bataille, quand Macistès s'enfuit, il part dans des provinces voisines pour essayer de trouver du secours. Et c'est ce qui se passe quand les chrétiens d'Occident, les catholiques, attaquent pour piller et saccager Constantinople. Eh bien, l'empereur byzantin de l'époque s'enfuit dans des provinces amies. Et là, il est rattrapé et il est mis à mort par les troupes des croisés. Alors voilà, ce sont quelques éléments, mais comme je le dis, c'est peut-être pas suffisant, pas suffisamment fort pour déterminer précisément qu'il s'agit d'une preuve que Lorenzo Valla est le pseudo-Hérodote qui a composé les histoires d'Hérodote à sa place. Mais au final, on a un faisceau d'indices, comme on dit quand on fait une enquête policière, on a un faisceau d'indices qui tente à le désigner comme coupable. Je répète, Lorenzo Valla, c'est quelqu'un qui a dénoncé des faux en écriture de l'Église catholique, et l'auteur des histoires d'Hérodote, c'est quelqu'un qui a mis dans les histoires d'Hérodote la preuve que ces histoires d'Hérodote étaient fausses. C'est en plus un auteur qui aurait dû savoir, qui aurait dû voir, qui aurait dû s'apercevoir que les histoires d'Hérodote étaient fausses. Il avait tout pour ça. Et pourtant, il n'a rien dit, il n'a rien signalé, alors que, justement, il avait été quelqu'un qui dénonce le faux en écriture des écritures de l'Église catholique. Son profil également religieux, psychologique, correspond à celui des auteurs des histoires d'Hérodote. C'est la même mentalité hédoniste et matérialiste. Et puis enfin, cette signature, ou cette soi-disant signature, qu'on peut, ou pas, trouver à la fin des histoires d'Hérodote. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.